Monsieur le Premier ministre, cher et grand peuple britannique, en ce 70e anniversaire de l'appel du 18 juin, appel lancé à l'une des heures les plus tragiques de notre histoire commune, dans cet hôpital royal de Chelsea qui est pour l'Angleterre ce que les Invalides sont pour la France, permettez-moi de vous adresser le salut fraternel et la reconnaissance éternelle du peuple français qui se souvient de ce que vous avez accompli, vous les Britanniques, pour notre liberté et pour notre honneur. En offrant au général de Gaulle l'hospitalité de son foyer, l'Angleterre ne s'est pas seulement comportée en fidèle allié vis-à-vis de celui qui avait choisi de devenir un proscrit pour incarner le respect de la parole donnée. La France avait donné sa parole que dans cette guerre, elle ne se séparerait jamais de l'Angleterre, que jamais elle ne cesserait de combattre à ses côtés. Eh bien, en accueillant chez vous le général de Gaulle, en lui offrant le micro de la BBC, en reconnaissant sa légitimité, l'Angleterre a signifié à jamais que pour elle, la seule vraie France ne pouvait être que celle qui ne l'avait pas trahi. La seule vraie France ne pouvait être que celle qui voulait continuer de se battre. La seule vraie France était celle qui n'acceptait pas la défaite. En reconnaissant au général de Gaulle le droit de parler, l'Angleterre a rendu à la France le plus bel hommage qu'elle ait jamais reçu, parce que cela voulait dire qu'aux yeux des Anglais, la France ne pouvait se confondre qu'avec la conception la plus élevée de l'honneur. Vous avez permis que la résistance française pût tout simplement exister, car l'appel du 18 juin n'aurait pu être lancé nulle part ailleurs qu'au sein du seul peuple libre qui continuait de résister de toutes ses forces au nazisme. Alors que dans la France submergée par l'ennemi, les chefs trahissaient en demandant l'armistice au mépris de la parole donnée et en s'engageant dans une collaboration qui les conduira à couvrir les crimes les plus atroces, à Londres, le général de Gaulle répondait à Winston Churchill, qui avait juré le 4 juin « Nous ne nous rendrons jamais ». Le général de Gaulle lui répondait « La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas ». Alors que le peuple britannique se préparait à repousser l'invasion, une voix s'éleva pour dire à tous les Français qu'ils allaient pouvoir continuer à se battre sous le drapeau et sous l'uniforme français. Les mots simples et graves du 18 juin sont entrés dans notre histoire parce qu'ils étaient la réponse que cherchaient tous ceux qui voulaient se battre, qui ne savaient pas avec qui ne savaient pas où aller ni comment. La première résistance se fit à tâtons dans l'obscurité. Et le général de Gaulle apporta la lumière. L'appel du 18 juin offrit un repère, un cadre, un point de ralliement. Et plus encore, il donna à ce combat une cause à servir, un but, à tous ceux qui savaient tous contre quoi ils s'étaient révoltés, mais qui ne savaient pas encore pourquoi ils allaient s'engager. Sans le 18 juin, il y aurait quand même eu des résistants, mais il n'y aurait pas eu la France libre. Il n'y aurait pas eu le Conseil national de la résistance.
il n'y aurait pas eu la France parmi les vainqueurs le jour de la capitulation allemande. Il n'y aurait pas eu la France lavée du déshonneur de la collaboration. Qu'importe qu'en juin 40, il n'y ait eu à Londres que quelques centaines de volontaires, et en France quelques milliers seulement de Français cherchant désespérément à résister, le 18 juin, le général de Gaulle parle pour l'avenir et il anticipe déjà sur tout ce qui va se passer à la Libération et après. L'état-major français croyait que lorsque la France aurait capitulé, l'Angleterre capitulerait à son tour dans les 8 jours. Mais le général de Gaulle connaissait les vertus du peuple britannique. Il connaissait votre courage. Il connaissait votre ténacité. Il connaissait la détermination de son Premier ministre. Le général de Gaulle savait que l'Angleterre ne céderait pas et que si elle ne cédait pas, la guerre deviendrait mondiale. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, nous sommes si fiers d'être vos amis et d'être les amis des Anglais. Le général de Gaulle savait que cette guerre mondiale, l'Allemagne ne pourrait pas la gagner. Et le 8 août 1940, quand Winston Churchill s'adresse à ses soldats pour leur dire « La bataille pour l'Angleterre va commencer », les membres de la RAF doivent avoir toujours présent à l'esprit que le sort de générations entières est remis entre leurs mains. La première bombe tombe sur Londres le 24 août. Londres, ville martyre. Le 7 septembre, 100 bombardiers jettent sur Londres leur cargaison de morts. La bataille d'Angleterre aura fait 40 000 morts, 50 000 blessés anglais. La famille royale sera exemplaire et restera à jamais une fierté pour le peuple britannique. Le roi George VI, la reine Élisabeth resteront à Londres aux côtés de leur peuple. Le rapport moral fut absolument déterminant. Winston Churchill dira jamais dans l'histoire des conflits un si grand nombre d'hommes ont dû autant un si petit nombre. Eh bien, le peuple français, comme le peuple britannique, sait ce qu'il leur doit. Parmi eux, il y avait 15 pilotes de la France libre, 9 mourront au combat. Chacun aura le sentiment d'avoir fait son devoir. Aucun d'entre eux ne se considérera comme un héros. Ce devoir, ils l'ont fait. Ils ont sacrifié leur jeunesse, leur vie, l'amour pour leur famille. La petite phalange de volontaires qui commença ici cette aventure glorieuse n'avait d'autre force que la force spirituelle qu'elle puisait en elle dans le sentiment d'être dépositaire de tout ce que la France, avec ses valeurs, sa langue, sa culture, son histoire, pouvait incarner aux yeux du monde. Il voulait pouvoir aimer la France tout en aimant la justice. Ce sentiment était fortifié, soutenu par la chaleur, la générosité, la gentillesse que le peuple britannique leur témoignait. Cette force spirituelle fut plus grande que la force matérielle qui leur manquait. Elle compensa la faiblesse du nombre, de ces clochards épiques, comme disait Malraux, elle fit des vainqueurs. Quelles qu'avaient pu être avant la guerre leurs opinions, ils se batturent tous au fond pour la même idée de la liberté, la même idée de la civilisation, la même idée de l'homme. Winston Churchill, ce vieux lion, si acharné à détruire l'Allemagne hitlérienne, réclamera aussitôt que les armes se seront tues la création des États-Unis d'Europe. Et le général de Gaulle
dira au chancelier Adenauer, n'oublions rien du passé, mais regardons ensemble vers l'avenir. Alors, Monsieur le Premier ministre, cher David, en juin 1940, le gouvernement britannique offrit généreusement à la France d'unir nos deux nations. Cela nous crée des devoirs. Aujourd'hui, c'est en assumant ensemble la responsabilité particulière qui est la leur en Europe, du fait de notre histoire, de notre puissance, en assumant ensemble la défense de la liberté et de la démocratie partout dans le monde, comme elles l'ont toujours fait, comme elles le font encore, que la Grande-Bretagne et la France seront fidèles à ceux qui sont morts pour elles dans le ciel de Londres, dans les déserts de Libye, sur les plages de Normandie, dans la plaine d'Alsace, quand tout ce que nous aimons de la vie était menacé de disparaître. Il y avait la Grande-Bretagne et il y avait la France. Ce passé nous oblige. En commémorant le 70e anniversaire du 18 juin 1940, la nation britannique et la nation française se souviennent que leur unité a toujours été la condition de leur survie. Tous les peuples d'Europe doivent se souvenir qu'en juin 1940, c'est la civilisation européenne qui a failli périr à jamais. Et que l'unité entre nos peuples, que l'unité de l'Europe est la condition de la survie de notre civilisation. Ce n'est que par cette prise de conscience et par cette volonté commune que le non fermement opposé en juin 1940 à la barbarie par des hommes et des femmes de bonne volonté prend tout son sens. Cher David Cameron, chers amis britanniques, comment vous dire combien Carla, moi-même, la délégation que je conduis, sommes heureux et fiers d'être parmi vous, avec ce soleil londonien si habituel, qui témoigne de votre exceptionnelle capacité d'organisation. C'est en amis que nous venons. En amis, bien sûr, se souvenant du passé, de ce que la France vous doit, mais en amis qui veulent construire l'avenir avec vous, avec cette jeune nation britannique qui a une histoire si longue, avec ce jeune gouvernement et ce jeune Premier ministre. Cher David Cameron, Madame, vive la France, vive la Grande-Bretagne et vive l'amitié entre nos deux nations et entre nos deux peuples.